Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous pouvez répondre dans le chat, s'il vous plaît. Ah, parfait. Merci Zakaria, merci Sandra. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinar Investir 20 000 euros en SEO, bon ou mauvais choix, que j'animerai en compagnie de Marie-Lise, directrice commerciale de l'agence Tacti. Bonjour à tous, enchantée, je suis ravie d'être là pour co-animer ce webinaire avec Anthony. On va faire un rapide laïus sur l'agence Tacti. Anciennement connue sous le nom de SEOH, notre agence s'est développée grâce à une série d'acquisitions successives qui nous positionne aujourd'hui comme un acteur pouvant intervenir sur toutes les expertises liées à l'acquisition digitale. Notre leitmotiv, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé afin de co-créer des stratégies digitales performantes et le tout toujours orienté ROI. On est une vingtaine de personnes en interne présents à Paris et Lyon et on accompagne aujourd'hui plus de 120 clients comme Veolia, Miro, Dalkia, sur la slide suivante, allant du grand groupe industriel B2B aux produits SaaS en passant par le consulting, le e-commerce ou des sites annuaires avec des gros enjeux de référencement. Notre cœur de métier et expertise, c'est le SEO et on intervient sur tous les sujets sous-jacents comme le SEA, l'inbound marketing et évidemment la refonte de sites qui va de pair avec une stratégie digitale. Aujourd'hui, on est tous réunis du coup pour évoquer comment définir son budget SEO et si investir 20 000 euros est un bon choix. Euh, sur la slide suivante, si je faisais une réponse typique de SEO, je vous dirais ça dépend. En revanche, si on est là aujourd'hui, c'est plutôt pour vous expliquer de quoi ça dépend. Parce que dans un monde justement ultra concurrentiel, en perpétuelle évolution, il est nécessaire de s'interroger sur la nature de ces investissements en SEO. On va dans un premier temps aborder les tendances du SEO, en 2023, son évolution, l'IA, les défis que ça représente et pourquoi le SEO reste malgré tout un canal privilégié des spécialistes marketing. On va évoquer la concurrence qui, vous le verrez, va beaucoup driver ce webinaire. On mettra en lumière le coût du SEO, les facteurs qui l'influencent et comment résoudre la fameuse équation budget, objectif et concurrence. Ensuite, on passera au concret. Devez-vous investir 20K en SEO et on vous illustrera le pourquoi du comment avec une étude de cas détaillée. Enfin, si on a le temps, mais ça devrait le faire, on vous donnera des bonus qui vont vous permettre d'évaluer votre environnement concurrentiel afin de déterminer en solo votre budget marketing SEO et ou alors revoir la copie et obtenir des arguments pour aller négocier du budget auprès de votre direction. Le but final, vraiment, c'est de vous apprendre comment adapter des stratégies SEO à votre budget et à votre environnement concurrentiel spécifique. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il y aura évidemment une session de questions-réponses à la fin du webinaire. Marie-Lise, si tu es prête, c'est à toi. Allez, super, c'est parti. Donc, comme l'a évoqué Anthony, on va d'abord faire une petite passe sur l'environnement du référencement. L'objectif aujourd'hui, c'est juste que vous compreniez un petit peu l'évolution et surtout les enjeux qui arrivent et qui se présentent à nous. Alors, pour faire un petit peu la genèse du référencement, tout a démarré, vous le savez tous, avec ce qu'on appelle des backlinks. Ensuite, la qualité du contenu est devenue importante pour Google et bien sûr la partie technique. Est-ce que mon site permet à Google de bien comprendre ce que je fais? Ça, c'est 3 piliers, ça n'a jamais bougé et ça ne bougera pas. En revanche, Google, pour voilà, travailler le SEO, il a mis pas mal de choses en place. La notoriété de la marque est arrivée, est devenue importante. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, social media, c'est lié à tout ça. C'est important aujourd'hui de travailler ça. La partie mobile avec tout ce qu'on appelle le responsive pour avoir une adaptabilité et un confort de l'utilisateur. Ensuite, les web perfs, ça, c'est tout ce qui va, par exemple, concerner les vitesses de chargement de votre site, qui offrent évidemment aussi un confort à l'utilisateur et donc qui rejoignent ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur. Donc là, ça va être dans votre site internet, l'UX, l'UI, et cetera. Et bien évidemment, la dernière innovation, on en est qu'aux prémices, mais qui va avoir beaucoup, beaucoup d'impact, c'est l'IA, c'est l'intelligence artificielle. On va d'ailleurs évoquer un petit peu les changements que ça va produire. Donc on voit évidemment que tout ça ne fait que grandir avec le temps et ce n'est pas fini.
Aujourd'hui, tout ça, ça a un impact. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de plus en plus de sites, et que, voilà, le trafic sur chacun des sites internet s'érode. C'est-à-dire que, il faut bien comprendre, en France, aujourd'hui, on a à peu près 820 000 nouveaux sites par jour. On a des dirigeants qui croient, dans le digital de plus en plus. Donc on a 80 des dirigeants aujourd'hui qui considèrent qu'avoir un site internet ou une présence en ligne, bah, c'est un réel avantage et qui ont recours 86 de ces dirigeants ont recours, à une solution de visibilité en ligne. Donc ça nous montre que plus ça va, plus, bah, ça grandit et plus il y a de sites internet, sur Google et en France notamment. Alors, ça, c'est assez important à comprendre, c'est qu'il y a eu un avant après covid. C'est vrai que le covid a modifié beaucoup de choses. On a vu fleurir beaucoup de webinaires, de vidéos et cetera. Donc ça a forcément aussi eu un impact sur le SEO et on a vu fleurir beaucoup de sites internet. On avait 37 des TPE avant le covid qui avaient un site. Aujourd'hui, on est à 66 et à fin, 2021, on avait 29 de ces entreprises qui, déclaraient investir dans du référencement naturel ou payant. L'avantage en fait, c'est que plus il y a de visibilité. Moi, j'ai toujours dit, si il y a de l'offre, c'est qu'il y a de la demande. Donc, j'ai toujours dit que la concurrence c'était plutôt bon. Mais aujourd'hui, quand vous avez un seul mot clé avec qui fait par exemple 200 recherches par mois, bah, si vous avez 2 sites qui se positionnent sur ce mot clé, chaque site risque de faire à peu près 100 visites par mois. Mais après, quand vous avez peut-être 40 sites qui répondent aux mêmes mots-clés, la demande, elle n'augmente pas, mais par contre, l'offre augmente. Et du coup, bah, vous avez potentiellement beaucoup de moins de trafic sur un site, bah, parce que forcément, tout le monde va aller voir un petit peu plein de sites différents. Et donc, c'est en ça que le trafic s'érode. C'est parce qu'en fait, on a une demande qui, elle reste ce qu'elle est et qui est toujours qualitative et qui est là, mais on a de plus en plus de sites. Donc, moralité, plus on a de croissance de sites en ligne, ben, moins on a de trafic par site. Donc, d'où l'intérêt de ne pas perdre de temps pour aller sur Google et comprendre qu'aujourd'hui, vous pouvez assurer votre présence en ligne. Il faut juste que vous plaisiez à 2 entités. La première, c'est Google. C'est celle qui va vous permettre de ramener du trafic sur votre site. Et une fois que ce trafic est sur votre site, c'est vos prospects. Et là, il faut que vous puissiez leur plaire avec vos services, vos produits, des prix attractifs, etc., etc. Donc, il y a 3 piliers, je vous les expliquais au tout début. 3 piliers techniques, contenu, popularité, ce qu'on appelle les fameux backlinks, qui sont toujours voilà, importants pour Google. Et à partir du moment où vous respectez ces 3 piliers, généralement, ça se passe bien. Ensuite, il y a des solutions pour attirer beaucoup plus de trafic que vos concurrents. Alors, il y en a plein. On aurait pu en citer plein, mais nous, on a à cœur chez Tacti de beaucoup travailler sur cet aspect-là. C'est ce qu'on appelle le EAT. C'est l'expérience, l'expertise, l'autorité, la crédibilité. C'est le fait d'apporter vraiment, de prouver à Google, derrière un site internet, qu'il y a une réelle force, une réelle expertise, qu'on connaît ce qu'on vend, qu'on maîtrise notre discours et évidemment, voilà, cette expertise. Google, et vous allez le voir avec l'IA, il a de plus en plus besoin qu'on lui prouve notre valeur et effectivement le domaine d'activité dans lequel on est un expert. Donc aujourd'hui, il est possible pour chacun d'entre vous de vous lancer sur Google ou de continuer votre croissance sur Google et de le courtiser, de lui plaire en lui racontant des choses qualitatives et qu'il a envie d'entendre par le contenu. Donc, ça nous amène, cette qualité du contenu, de l'expertise, elle nous amène un peu à vous expliquer l'IA. Alors, on va pas rentrer dans le débat de est-ce que c'est bien ou pas, c'est pas du tout le sujet de ce webinaire. L'idée, c'est juste de vous montrer en fait l'évolution que va avoir l'IA sur la SERP de Google. Donc aujourd'hui, là, vous avez une réponse assez classique. La question, c'est qu'est-ce qu'une marketplace SEO? Donc là, vous avez un article de blog qui se positionne très bien. Il est considéré comme la meilleure réponse aujourd'hui pour Google. Donc, il le positionne dans ce qu'on appelle une position 0, un peu la position ultime. Donc ça, c'est comme ça se présente aujourd'hui. Et demain, avec justement la génération IA, voici comment ça va se présenter. Vous aurez donc un texte qui ne sera plus appartenant à un site internet et qui sera réellement la réponse que proposera Google avec
du coup, la génération IA. Donc, évidemment qu'il va s'inspirer des sites qui ont les meilleures réponses. Donc, il proposera sa propre réponse et finalement, il viendra faire figurer les articles qu'il estimera qualitatifs à cette requête sur le côté. Donc, vous voyez, ça va reventiler un petit peu la façon dont vont se positionner les sites. Ça va forcément faire bouger les lignes sur le trafic, etc. Donc, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer cette année. On vous a mis un petit exemple aussi pour la partie e-commerce. Là, on voit bien les changements. Ici, à droite, vous avez une page aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, ici, on a de l'ADS avec des matelas qui se positionnent plutôt en bas. Eh bien, demain, l'IA pourra suggérer ses produits dans sa réponse en haut de page, et ce qui va aussi énormément reventiler finalement le jeu de l'ADS et de l'achat. Parce que les produits pourront être suggérés sans qu'on ait besoin de les acheter. Donc, ça va aussi pas mal changer les choses. Donc, on ne rentre pas dans le détail de comment faire tout ça et comment ça va se travailler, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, on est aux prémices de cette évolution de l'IA. Le SEO va encore énormément évoluer. Et oui, il est le temps, c'est le moment encore d'investir et de se lancer dans le SEO parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et encore plus avec tout cet IA qui va reventiler les choses, vous avez une place à prendre. Et en dépit de ces évolutions parfois vécues comme alarmistes, il faut quand même se rappeler que 2 tiers des expériences d'achat en ligne commencent toujours sur Google en France, et se rappeler que 20% des internautes, seulement 20% des internautes vont au-delà de la première page. Les moteurs de recherche génèrent, eux, 300% plus de trafic vers les sites que les réseaux sociaux. Les leads SEO ont un taux supérieur de conversion, 9 fois supérieur à celui de l'outbound. Et il est communément admis quand même que le SEO aujourd'hui est 5 fois plus efficace sur le long terme pour attirer du trafic que la publicité payante ou le SEA. Donc, différentes sources qui évoquent ça, hein, Bright Edge, HubSpot, Inforza. Euh, Tout ça, c'est les 5 raisons qui évoquent aujourd'hui pourquoi les gens continuent d'investir en SEO. Évidemment, ça dépend de votre secteur, des canaux d'acquisition. C'est pas forcément la même chose pour du e-commerce, où évidemment l'importance de l'Ads est décuplée. Moi-même, en tant que directeur marketing de l'agence, on investit en SEO forcément, et face à la montée des enchères et des clics qui ne peut globalement que structurellement s'accentuer, le SEO représente aujourd'hui le meilleur ROI à long terme, et les marketeurs dans l'ensemble pensent toujours également ça. Donc, ce qu'on doit retenir un petit peu de cette partie tendance, complexité et opportunité en 2023, comme l'a dit Maryse, l'environnement SEO est de plus en plus complexe, et les entreprises qui retardent leur développement en ligne, elles accumulent du retard, et la concurrence est en train d'ériger finalement des barrières à l'entrée. Il va falloir également comprendre comment Google va intégrer l'IA à ses moteurs de recherche, se préparer finalement à ce qui va en ressortir. On l'évoquait dans les commentaires, ça va également potentiellement avec l'arrivée du scroll infini également, et donc la fin, on va dire, des pages aujourd'hui sur les recherches, sur la SERP. Malgré ces éléments, comme on l'a vu, hein, le SEO reste encore un investissement clé pour les spécialistes du marketing en 2023, de par son ROI à long terme, sans commune mesure. Alors, du coup, par rapport à tout ça et cette évolution du SEO, pourquoi est-ce que c'est toujours et encore le moment d'investir en SEO? Tout d'abord parce que votre concurrence, elle avance. Donc si vous vous demandez la question de: «Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas?» notre réponse, elle est plutôt positive, et évidemment qu'il faut y aller. Mais pour entrer dans la course ou rester compétitif, il faut savoir se lancer. Déjà, pour moi, il y a quelque chose qui est assez important. Des fois, j'ai des prospects qui m'appellent et je leur explique effectivement du vocabulaire simple et de base. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est pour vous lancer là-dedans, c'est déjà d'avoir des bases en SEO, c'est-à-dire de comprendre un petit peu le vocabulaire et à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça va générer comme action sur votre site? Je prends souvent cette métaphore de dire, quand vous allez chez le garagiste, vous n'êtes pas garagiste, hein, vous savez pas réparer la voiture. Mais pourtant, si on vous dit: «Faut changer la courroie de distribution ou vous changez le moteur», vous voyez plutôt la différence, c'est que c'est pas la même chose et à quoi sert l'un ou à quoi sert l'autre. C'est un peu la même chose en SEO. Donc déjà, avoir les bases, c'est une bonne chose. Ensuite, il faut que vous puissiez comprendre votre marché et votre concurrence. Vous pouvez pas arriver en disant: «Bah, voilà, moi je vais être premier sur le mot-clé, logiciel gestion de paie», parce que c'est cet exemple qu'on va prendre plus tard, et sans avoir compris finalement qu'est-ce qui gravite autour et quelle est la concurrence autour de ce mot-clé. Ce serait trop simple. Il faut que vous compreniez aussi où se situe votre site internet par rapport à cette concurrence et dans ce marché. Est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est proche des concurrents? On a des secteurs en B2B, par exemple, qui sont des secteurs de niche
où, par exemple, on y va et on n'a pas de concurrence en face. Alors, des fois, c'est pas plus facile d'aller chercher du trafic parce que les mots-clés sont pas cherchés, mais il faut bien comprendre d'où on part et voilà, où est-ce se situe notre site. Ensuite, il faut que votre site il soit solide. Là, vous allez le voir avec les exemples que je prends. On a des sites qui sont techniquement très bons en SEO, mais d'un point de vue enveloppe globale, le site, il n'a pas la capacité d'absorption, par exemple, de contenu qu'il faudrait pour aller concurrencer des acteurs du marché. Donc, l'idée aussi, c'est de vous donner des conseils pour qu'au premier coup d'œil, vous puissiez déceler si finalement vous êtes sur un environnement très concurrentiel ou pas, pour que ça vous permette aussi d'avoir un discours crédible quand vous allez appeler les agences, parce que vous voulez évidemment être accompagné sur votre stratégie SEO. L'idée, c'est de se dire, OK, je sais quand même de quoi je parle, donc l'idée, c'est qu'on ait un discours un petit peu à l'équilibre. Donc, par exemple, le premier conseil qu'on vous donne, c'est de venir analyser votre SERP. Ça, c'est simple, mais on se rend compte que jamais, jamais personne ne le fait. En tout cas, moi, quand je discute, je vois que personne ne le fait. Donc, la SERP, c'est votre première page de Google. Je reviens sur mon petit mot-clé logiciel gestion de paie, qui est un joli mot-clé, cherché 1900 fois par mois sur Google. Et là, tout simplement, vous avez décortiqué du coup la première page et on se rend rapidement compte que dans le premier quart de la page, on n'a que du ads. Si on n'a que du ads, ça veut dire que c'est un mot-clé qui est beaucoup acheté. Donc oui, c'est un mot-clé qui doit bien convertir, qui coûte cher et qui est concurrentiel. Ça, c'est déjà le premier indicateur. Ensuite, on se rend compte de la typologie de contenu que nous offre Google en termes de réponses. Et là, on a ce qu'on appelle une position zéro, cette fameuse ultime, la meilleure pour Google. Donc là, on voit que c'est un site qui s'appelle Shine, qui est plus finalement une sorte d'annuaire qui référence les outils, par exemple. Donc, ce n'est pas non plus un acteur qui propose un logiciel de gestion de paie. Et si on continue sur le déroulé de cette page, on se rend compte qu'ensuite, on a ce qu'on appelle des people also ask, ces fameuses questions qui sont posées par les internautes et que Google nous suggère plutôt que de devoir les retaper dans la barre. Et derrière, on voit qu'on a du BDM, codeur, logiciel, etc. Ça, c'est des médias, c'est des annuaires, des blogs ou des sites lambda, mais ce ne sont pas des sites qui proposent finalement des logiciels. Et c'est là qu'on se rend compte que le vrai premier concurrent qu'on peut avoir sur ce mot-clé qui propose des logiciels, en fait, il est en 7e et donc c'est PayFit. Il est en 7e position. Ça veut dire que là, on se dit, d'accord, donc si on remonte ici, même si je veux être premier, je ne serai déjà pas tout premier en haut. Ça, c'est une vraie indication à avoir en tête. Et finalement, au vu de toute la typologie de sites qui se positionnent en première page, ça veut dire que ce mot-clé, pour aller le chercher, ça va être compliqué. Et là, déjà, ça vous place dans un environnement où vous commencez à maîtriser finalement cette notion de concurrence et de difficulté pour aller atteindre une position. Donc, une fois que vous avez compris que ça va être compliqué, ou simple, ça dépend du mot-clé que vous visez ou voilà. L'idée pour échanger avec une agence et définir un budget, parce que c'est bien là qu'on va, c'est aussi d'arriver en ayant un peu des objectifs. Souvent, je pose la question, quels sont vos objectifs chiffrés ou autres? Généralement, les réponses que j'ai, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux aller chercher, je ne sais pas ce qu'il faut mettre en place, je ne sais pas d'où je pars, je ne sais pas. Le fait de ne pas savoir, alors notre métier évidemment, c'est de vous aider à trouver tout ça. Et il n'y a pas de souci, on le fait avec grand plaisir. Mais quand vous arrivez effectivement en maîtrisant vos objectifs, forcément aussi que vous allez pouvoir vérifier la qualité du discours de l'agence avec qui vous discutez. Ça, c'est important aussi. Donc, il y a des façons de déterminer des objectifs très simples. J'ai un trafic actuel. Ce trafic, je donne un exemple. Je fais 100 visites par mois. J'ai 2 leads par mois qui arrivent. Bon, ça veut dire que je fais un taux de conversion de 2%. C'est quoi mon objectif? C'est d'aller à 4%, à 6%, parce que combien de chiffre d'affaires me génère un lead, etc. Donc, vous avez forcément, si vous êtes soit PDG, soit directeur marketing, soit directeur com, vous avez forcément des objectifs. Que ce soit rendre compte à votre direction, des objectifs de chiffre d'affaires, de croissance. Donc, vous avez forcément une idée d'où vous voulez aller. Donc, il faut mesurer combien, par exemple, vous rapporte un lead ou une vente et combien, jusqu'où vous voulez aller, combien il vous faut. Et déjà, à partir de là, ça vous permettra de caler le discours avec l'agence. Après, à nous de vous aider à voir si ces objectifs sont réalistes ou pas. Là, on vous a mis des petits outils, Google Analytics 4, Search Console, Tag Manager, outils gratuits Google qui vous permettent évidemment d'aller identifier d'où vous partez et potentiellement où vous avez envie d'aller. Ensuite,
Pour rester compétitif, la base, il faut que vous ayez une stratégie. Pareil, le nombre de fois où j'ai des prospects qui m'appellent en me disant bah, je fais du contenu, je produis plein de choses, mais finalement, je me rends pas trop compte sur quel mot-clé j'attaque. Bah, c'est un petit peu naviguer à l'aveugle et c'est un peu dommage. C'est de la perte de temps. Le temps sur Google, c'est précieux. Du coup, nous, ce qu'on vous conseille, c'est évidemment d'avoir une stratégie de contenu. Donc, pour ça, il faut déterminer les bons mots-clés. Par exemple, est-ce que j'ai un mot-clé qui a une intention de recherche informationnelle ou business? C'est-à-dire, logiciel gestion de paie, visiblement, c'est commercial, c'est-à-dire qu'on va acheter un logiciel derrière. Si je tape le mot-clé note de frais, est-ce que du coup, je veux la définition de la note de frais? Qu'est-ce que Google me suggère? Ou est-ce que j'ai un logiciel? Bon, il faut bien comprendre ce qui se cache derrière un mot-clé. Donc ça, c'est savoir définir sa stratégie sémantique pour définir sa stratégie de contenu. Et là, derrière, vous pourrez définir une vraie stratégie de backlinks parce que les backlinks, vous les achetez, donc c'est de l'argent. Donc, c'est mieux de savoir en fait sur quelle page vous voulez faire atterrir votre backlinks pour pousser quel mot-clé. Donc ça, c'est la base. Si vous vous lancez en SEO en vous disant je vais écrire du contenu, mais je ne sais pas trop où je vais, ça ne sert à rien et vous allez perdre du temps et de l'argent. Pour bien comprendre aussi comment rester compétitif, c'est de l'analyse. Analysez vos résultats. Les outils que je vous ai cités plus haut, Analytics 4, etc., c'est des outils qui servent à ça. En SEO, on le dit, il faut du temps, une prestation, ça met 3 mois, 6 mois, 9 mois effectivement pour porter ses fruits. Et puis, des fois, il y a des stratégies qui fonctionnent et d'autres non. Ça ne veut pas dire qu'on a mal fait les choses. C'est Google qui juge, c'est Google qui sait avec ses algos et ses robots. Donc, à un moment donné, si on se rend compte au bout de 6 mois, par exemple, qu'une stratégie n'apporte pas de ses fruits, il ne faut pas avoir peur de la reventiler. Reventilez votre budget, reventilez vos actions, mais n'attendez pas que les choses se passent, même si vous vous dites, mais pourtant, j'écris du bon contenu avec les bons mots-clés, je fais les bons backlinks. Oui, mais ça ne marche pas. Donc, tentons autre chose et n'ayons pas peur de faire évoluer les choses. Donc, ça, pour nous, pour rester effectivement dans la course, c'est important de pouvoir maîtriser tout ça. Yes, et petit récap du coup, sur cette partie de ce qui vient d'être dit. Là, comme on l'a vu, comme Marie-Lise l'a dit, hein, la concurrence avance, elle instaure des barrières à l'entrée qui seront de plus en plus difficiles à surmonter à l'avenir. Et face à un marché, qui tend vers la saturation, il faut mettre en place des objectifs SEO précis et surtout, savoir d'où vous partez et ce que vous pouvez espérer atteindre. Et ça, c'est votre responsabilité de mettre en place une stratégie et de définir un budget qui va être approprié justement à ce que vous recherchez. Mais comment définir justement ce budget? Que doit inclure, une prestation SEO? C'est ce que Maryse va nous expliquer tout de suite. Exactement. Comment on définit ce budget? Déjà, il faut comprendre ce qu'une prestation SEO doit inclure. Alors, ici, on est dans un idéal. Évidemment, quand vous êtes tout mis, c'est l'objectif. Après, si votre budget ne permet pas de tout faire, c'est normal, il y a des essentiels, en tout cas, à côté desquels on ne peut pas passer. Vous devez, dans une prestation, généralement, toute agence démarrera par un audit technique. Comme je vous le disais, il faut que Google puisse bien avoir accès à votre site, la base. Ensuite, vous aurez certainement la proposition d'un audit éditorial, c'est-à-dire on analyse les contenus déjà existants sur le site, on voit s'ils sont optimisés SEO ou non. L'audit de popularité, c'est pareil. Est-ce que j'ai des backlinks? Est-ce qu'ils sont de qualité? Est-ce que non, ils ne sont pas de qualité? Et on identifie déjà où on en est. On fait une analyse de la concurrence. Évidemment, son trafic, la typologie de service qu'elle propose, où est-ce qu'on se positionne par rapport aux concurrents, etc. On va faire une étude sémantique pour définir les fameux mots-clés, donc obligatoire. Généralement, démarrer avec une agence qui ne vous proposera pas d'audit sémantique, fuyez, ce n'est pas très bon signe, parce que c'est ce que je vous disais, sans étude sémantique, pas de stratégie de contenu. Si pas de stratégie, ça ne sert à rien de faire du SEO. Donc, stratégie éditoriale, ça va permettre de définir la typologie de contenu que vous voulez écrire. Est-ce qu'on fait de l'article de blog pour se positionner en PA ou en position 0? Est-ce qu'on fait plus des pages de catégorie? Est-ce qu'on fait des FAQ? Parce que sur un site e-commerce, c'est important, etc., etc. Ensuite, évidemment, l'agence va vous proposer de rédiger des contenus, généralement, les contenus pour le site, des contenus d'articles de blog. On peut aussi aller un peu plus loin et ça rejoint cette notion d'expertise qu'on veut prouver à Google en rédigeant des livres blancs, des guides pratiques, du conseil, etc. Il faut évidemment des backlinks. Alors, toute agence sérieuse vous dira qu'il faut un équilibre entre les contenus que vous produisez et les backlinks que vous achetez. Et bien sûr, ces analyses, le suivi de performance dont on parlait pour pouvoir monitorer vos résultats, comprendre et adapter votre stratégie. Donc, on ne va pas se mentir, plus vous allez avoir besoin de ressources,
plus forcément l'agence qui va devoir faire pour vous va vous proposer un budget conséquent. Donc, on le verra derrière, après mon étude de cas, justement, comment on peut créer ce travail de partenariat entre un client et l'agence. Pour justement, on va dire, reventiler les actions de chacun et éventuellement réduire un petit peu les budgets. En revanche, là, ce que je veux vous dire, c'est que si il y a un mot que vous ne comprenez pas dans la liste que vous voyez là, j'ai envie de dire stop. Ne vous engagez pas dans une prestation SEO si là, il y a quelque chose pour vous qui n'est pas clair, parce que l'agence va vous parler de tout ça et que vous avez besoin de maîtriser finalement ces éléments, ce qui se cache derrière pour comprendre ce qu'on va vous vendre et où ça va vous emmener. Donc vraiment, si là, il y a quelque chose qui vous est inconnu, stop, renseignez-vous. Lisez des articles de blog, allez voir sur YouTube. Il y a tellement d'informations aujourd'hui que voilà, vous trouverez forcément votre bonheur pour répondre à une question si vous avez une lacune sur quelque chose. Donc ça, c'est très important de se dire, OK, globalement, ma prestation SEO, elle doit comprendre tout ça pour me permettre d'atteindre des objectifs, puisque globalement, vous avez compris comment déterminer vos objectifs. Et donc, le budget dans tout ça, comment je le définis? Comment je sais si mon budget, il est adéquat ou non pour ma prestation? Eh bien, vous l'aurez compris, pour définir votre budget, il y a 3 points qui sont essentiels. Et souvent, vous prenez le problème à l'envers, mais parce que vous y êtes un peu obligé, parce que souvent, vous arrivez et vous me dites, bah oui, mais j'ai 10 000, 20 000, 30 000 euros cette année à investir en SEO. Alors, je veux dire que c'est déjà une bonne chose parce que des fois, j'ai des gens qui n'ont ni d'objectif ni de budget. Si vous avez un budget, évidemment, si vous me dites j'ai 20 000 euros, bah, forcément que je vais vous dire, OK, moi, je vais analyser et je vais essayer de vous expliquer. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne suis pas devin, mais je vais essayer de vous expliquer où est-ce qu'on peut espérer aller avec ce budget-là par rapport à la concurrence et l'univers dans lequel vous évoluez. D'accord? Ça, c'est un peu la base. C'est souvent comme ça qu'on accompagne nos clients parce que, effectivement, déterminer des objectifs, parfois, c'est compliqué. Donc, mais si vous arrivez à identifier votre site, est-ce que mon site finalement il est assez concurrentiel pour attaquer mon marché techniquement, UX, etc. Est-ce que j'ai défini mes objectifs? Est-ce que mes objectifs sont réalistes? Est-ce que mes objectifs en fait sont bien déterminés avec de la trafic, visibilité, etc. Et est-ce que j'ai compris ma concurrence? Est-ce que j'ai compris? Est-ce que mon marché, il est très concurrentiel? Est-ce que j'ai de la place? Est-ce que voilà, à partir de là, c'est ces 3 choses qui vont vous permettre de déterminer un budget. Et c'est ces 3 choses, en fait, qui vont permettre qui vont vous permettre d'aller voir votre direction et de dire: «OK, vous m'avez donné un budget de 10 000 €, sauf qu'avec le site qu'on a, les objectifs qu'on a et la concurrence qu'on a, non, en fait, il me faudrait un budget de 20, 30, 40». Et à partir de là, si je n'ai que 10, il faut bien se rendre compte que les objectifs que vous attendez, ça va être compliqué de les atteindre. Et ces discours-là, ils sont faits pour vous aider et pour aussi emmener votre direction avec vous ou prendre les bonnes décisions dans votre choix d'investissement. Parce que des fois, on a des directions qui attendent énormément du SEO, mais qui ne veulent pas investir dessus. Du coup, le ratio, il est compliqué. Donc, l'adéquation budget, pour synthétiser, c'est le site que vous avez en main, c'est vraiment votre outil de travail, les objectifs que vous avez à réaliser et la concurrence. Et à partir de là, vous avez en main tout ce qu'il faut pour aller déterminer votre budget. Donc, on va répondre à cette fameuse question qui est l'essence même de ce webinaire, c'est est-ce que investir 20 000 € en SEO, c'est un bon ou un mauvais choix? Aujourd'hui, on ne va pas vous dire ça dépend, on va vous donner une vraie réponse. Mais pour vous donner une vraie réponse, il faut évidemment qu'on analyse les choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une petite étude de cas. Je suis toujours dans mes petits logiciels de gestion de paie. Vous avez ici un acteur qui s'appelle Camille. La directrice marketing m'appelle en me disant on veut se positionner face à nos concurrents. On n'a pas d'objectif chiffré. On ne sait pas où on se positionne aujourd'hui. On ne sait pas comment y aller. Mais par contre, on a 20 000 €. On y va ou on n'y va pas? Et donc, mon objectif à moi, c'est d'expliquer, OK, avec 20 000 €, est-ce que cet objectif de se positionner face à la concurrence, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce que c'est possible? Et si oui, en combien de temps à peu près?
Donc, on va répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que Camille, avec 20 000 € aurait raison d'investir? Alors, tout d'abord, on va faire un audit technique. Vous l'avez compris, c'est la base. L'idée, c'est d'identifier si le site, voilà, il répond bien aux critères de Google, vitesse de chargement, H1 et vaste sujet. Généralement, quand on vous fait un audit technique, nous, on vous remet un livrable de 40 pages. Donc, vous voyez, là, j'ai fait une slide synthétique. Donc ça, c'est la première chose. Globalement, sur Camille, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un site qui est plutôt sain, techniquement. En SEO, j'entends. Je ne parle pas de la partie UX et voilà, je parle vraiment de cette partie SEO. Ensuite, on a une concurrence qu'on va venir analyser. Donc là, c'est très intéressant parce que c'est ce qui nous donne vraiment l'envers du décor. Ici, donc ça, c'est un outil qui s'appelle SEMrush et qui nous donne un estimatif du trafic sur chacun des sites concurrents. Nous avons donc Camille qui fait à peu près 3 000 visites par mois, Luca qui est un concurrent à pratiquement 100 000 visites par mois, Factorial à peu près 116 000 et Eurecia loin devant à 140 000 visites par mois. Juste, on aurait pu analyser Payfit qui est un gros acteur du marché. Payfit fait pratiquement 500 000 visites par mois. Il allait nous fausser les stats, etc. Donc, on l'a sorti d'un commun accord avec le prospect. Quand on voit ça, tout de suite, ça donne la mesure. C'est-à-dire que rattraper les concurrents, là, tout de suite, moi, avec mon expérience, évidemment que rattraper les concurrents qui font déjà plus de 100 000 visites par mois quand on en fait à peine 5 000 avec 20 000 €, non, ça va être compliqué. Du coup, l'idée, c'est pas de se dire que ça vaut pas le coup de le faire parce qu'il y a plein de choses à faire, évidemment, et il faut prendre ce train en marche, mais il faut être réaliste par rapport aux objectifs et ce qu'on va aller chercher avec la cliente. Donc, pour bien comprendre le rayonnement de la concurrence et où on part et ce qu'il va falloir produire, ça nous donne un indicateur un petit peu sur justement qu'est-ce qu'il va falloir produire. Donc, évidemment, sur ça, il faut que vous analysiez la SERP, ce que je vous ai montré plus haut, c'est les typologies de contenu, les bonnes intentions de recherche, etc. Est-ce que mon mot-clé est très concurrentiel? Donc voilà, on ne va pas revenir sur ça. Donc, on peut analyser l'autorité score d'un site, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt de bonne qualité ou non. On voit que Eurecia, on va se concentrer sur Eurecia, qui est celui qui fait le plus gros trafic. Ils ont un autorité score à 43, ce qui est très bien. Nous, on n'est qu'à 20. Bon, il y a des choses à travailler. Et surtout, là où on va voir la différence, c'est qu'on a Eurecia qui fait 54, qui positionne 54 000 mots-clés, là où on en positionne 4 500. Le SEO, c'est du bon sens, il n'y a pas de secret. Plus vous avez de mots-clés, plus vous êtes visible, plus vous êtes cliqué et donc plus vous faites de trafic. Dans cette analyse de concurrence, c'est très logique et tous les acteurs, vous voyez, Luca, etc., qui positionnent beaucoup de mots-clés, font beaucoup de trafic. Alors ça, c'est plutôt intéressant pour nous et c'est plutôt rassurant, c'est de se dire, OK, si on positionne beaucoup de contenu avec des mots-clés bien choisis et pertinents, on va aussi générer de la visibilité et du trafic. Donc, on aura des résultats. Le nombre de pages indexées, très important. On voit par exemple que Eurecia, on a 2450, c'est quand même beaucoup. Là où nous, par exemple, on n'en a que 614. Bon, là aussi, ça me donne un indicateur de la volumétrie de pages qu'il faudrait générer pour rejoindre un concurrent. Le nombre d'articles de blog. Le blog, je n'explique pas pourquoi, mais très, très important dans une stratégie SEO. Bon, là, on voit qu'on a 1190 blogs, par exemple, chez Eurecia, 261 chez Luca, et nous, on n'est qu'à 75. Bon, évidemment qu'il va falloir aussi venir créer beaucoup de contenu, beaucoup d'articles de blog pour espérer rattraper les concurrents. Donc, rien qu'en une slide, si vous voulez, on arrive à déterminer facilement si on est loin, s'il va falloir investir beaucoup de production, de temps et d'argent pour atteindre nos objectifs. Ce qu'on fait toujours, audit sémantique, là, c'est très vague, c'est ce que je vous explique en termes de méthodo, c'est juste pour vous projeter. Évidemment, ils sont spécialisés dans le logiciel RH. On va aller identifier finalement tous les concurrents sur ce mot-clé. Juste pour vous expliquer rapidement que vous compreniez, search volume, c'est la volumétrie de recherche par mois. Donc, logiciel de paie, par exemple, c'est cherché 1900 fois par mois. Bon, Camille, ici, ça, c'est la position du mot-clé. Camille est donc 57e. Ça veut dire qu'ils sont fin de 6e page sur Google. Donc, ils sont très loin. On voit que les concurrents aussi sont assez loin. Donc, peut-être mot-clé pas à attaquer. En tout cas, sur logiciel RH, par contre, là, on voit bien que Luca et Eurecia sont premiers et 4e, là où on est 47e. Donc, on identifie sur tout ce mot-clé logiciel, vous voyez que Camille, malheureusement, ne se positionne jamais sur la première page, voire bien au-delà, la 2e et 3e. Ça veut dire qu'il va quand même falloir travailler très dur pour que ces mots-clés viennent se positionner sur des premières pages. Donc ça aussi, ça indique clairement la volumétrie de travail à produire.
On analyse évidemment, quand on fait nous nos stratégies édito et ça on le fait beaucoup pour déterminer un budget. Évidemment qu'il faut qu'on analyse déjà le contenu existant, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Par exemple ici on prend cette page solution paie qui est très importante dans le secteur logiciel RH. Bah, évidemment là on se rend compte, alors ça c'est un outil qui s'appelle Your Text Guru et qui est capable de vous donner le score d'optimisation d'une page. Donc vous voyez ici on est optimisé nous à 35 Alors 35 est-ce que c'est bien ou pas? Bon, c'est pas généralement, c'est pas voilà, on peut mieux faire et c'est un outil qui se lit de cette façon, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez, ici, c'est votre contenu, les petites couleurs. Quand vous êtes en bleu, c'est que vous n'êtes pas très optimisé et sur les mots-clés et quand vous êtes en rouge, c'est que vous êtes trop optimisé et donc nous, Camille, bah, c'est la petite barre en noir. Donc, vous voyez, on voit qu'il bah, y a certains mots-clés bien optimisés, puis d'autres pas. Donc, c'est pour ça qu'on est à 35 et on voit ici la concurrence qui est en bleu. Et là, on voit qu'elle est toujours au-dessus de nous. Donc, on se doute évidemment que la concurrence est plus optimisée. Donc, c'est des petites choses comme ça où on se dit, bon, il va falloir venir améliorer le contenu déjà dans les pages existantes. Donc, là aussi, travail supplémentaire de rédaction, d'optimisation. Donc, on mesure de plus en plus tout ce qu'il va y avoir à produire. Et on finit généralement par le netlinking. Alors, on a fait une synthèse, on va beaucoup plus loin dans les analyses, évidemment. Aujourd'hui, sans faire un cours sur le SEO, on a ce qu'on appelle l'ETF, c'est le Trust Flow, c'est l'indice de confiance des backlinks qui arrivent sur votre site. Et le CF, c'est la quantité qui arrive. Donc, généralement, on conseille d'avoir un trust flow et un citation flow équilibré, mais c'est quand même mieux de toujours avoir des indices de confiance un petit peu plus élevés. Bon, bah là, chez Camille, on se rend compte que le TF est à 21, là où le CF est à 32. Donc, moralité, déjà, il va falloir rééquilibrer ça. Ensuite, on regarde par rapport aux autres concurrents. Bon, bah, ils sont quand même, voilà, Loca, on est en 38 et 40. Ça veut dire belle popularité. Beaux indices de confiance, donc quand même beaucoup de travail. Et on voit que Eurecia, par contre, est perfectible. Donc, on se dit, OK, on a des choses à faire, il y a des opportunités à saisir. Ensuite, très important, c'est la thématique, évidemment, des liens qui arrivent vers votre site. Ça sert à rien, comme je dis souvent, si vous êtes un logiciel RH, d'avoir un lien qui arrive d'un site de wedding planner. Pas d'intérêt. Du coup, eh bien, il faut que vous ayez ici une thématique computers, software, puisque évidemment, vous vendez du logiciel. Et là, vous voyez dans les thématiques qui ressortent de liens qui arrivent sur le site. Bah, c'est pas ce qu'il y a. Donc là, on se dit, OK, il va falloir qu'on vienne acquérir des backlinks déjà de qualité dans la bonne thématique. Et quand on voit la quantité effectivement de backlinks, là, on en a 344 qui rentrent sur Camille, là où on en a 14 000 sur Loca, 21 000 sur Factoria, 13 000 sur Eurecia. Bon, bah là, effectivement, qu'il va falloir aller chercher beaucoup de quantité pour pouvoir espérer venir rattraper notre indice de confiance par rapport à la concurrence. Donc, moralité, il vaut d'un point de vue général, par exemple, sur Camille, au premier coup d'œil comme ça, d'un premier aspect, bah, on va se dire, OK, on part de très loin en termes de trafic, on a des objectifs très élevés qui sont de rejoindre la concurrence. On a beaucoup de contenu à produire parce que bah, la concurrence en a énormément en face de nous et surtout, on a aussi beaucoup de backlinks à aller acheter puisque la concurrence est très en avance aussi sur nous. Donc là, j'ai envie de dire que c'est une étude de cas qui nous montre clairement qu'il va falloir investir des actions, de la production sur ce site, mais qui est une très belle machine et qui a des bonnes bases pour pouvoir le faire. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ils peuvent prendre le train en marche. En revanche, si par exemple la cliente était arrivée en me disant je n'ai pas d'idée de budget, dites-moi d'où je pars, mon objectif c'est rejoindre la concurrence, le budget minimum aujourd'hui qu'on lui proposerait, ce serait à peu près 60 000 euros minimum, parce que tous les mois, il faudrait produire énormément de contenu, aller chercher beaucoup de backlinks, etc. Donc, ça, c'est la vision que nous, on a avec notre expertise et ce qu'on peut apporter en valeur ajoutée. En revanche, ici, bah, le client, il dispose de 20 000 euros. Donc, on va répondre à cette fameuse question. Est-ce qu'aujourd'hui, 20 000 euros, par exemple, pour Camille, dans cette étude de cas, dans cette concurrence assez quand même costaud, est-ce que c'est un bon investissement? Évidemment que c'est un bon investissement, oui, parce que plus vous allez attendre. Si Camille n'investit pas, bah, la concurrence, elle va continuer de progresser. Et on l'a vu avec l'IA qui arrive, l'excellence attendue par Google, l'expertise, bah, plus ça va aller, plus ça va prendre du temps. Donc, il ne faut pas continuer de creuser l'écart. Il y a de belles opportunités sémantiques à saisir. Ça, c'est l'audit sémantique qui
le relève, donc il y a beaucoup de contenu à rédiger, il y a beaucoup de choses à faire, donc bien sûr qu'il faut y aller. Le site, comme je vous le disais, est une belle machine. On a une belle popularité déjà en place, donc il va falloir venir nourrir ça par rapport aux concurrents. Et plus Camille attendra, plus le travail sera conséquent. Donc, il est mieux de démarrer avec 20 000 € et de faire du travail de qualité, attention, mais de revoir ses objectifs et d'être réaliste par rapport à ses objectifs, plutôt que de ne pas investir du tout pour perdre encore plus de temps et un jour carrément avoir loupé le train. Hop, voilà. Donc, moralité, bah oui, investir 20 000 €, c'est un bon investissement. Et si, par exemple, vous disposez par exemple d'un budget de 10 K, bah oui, parce qu'on a plein d'entreprises où c'est le cas aussi. Et alors moi, j'ai envie de dire, à partir du moment où vous voulez investir dans le SEO, c'est un bon choix, il faut se lancer. En revanche, si là, par exemple, dans le cas de Camille, on se dit, bon, bah en fait, 60 000 €, si j'investis 10 000, est-ce que finalement je vais avoir des résultats? Est-ce que ça vaut la peine? Bah, oui, ça vaut la peine de démarrer parce qu'aujourd'hui, vous avez 10 000. Certainement, dans un an, vous aurez toujours 10 000, mais la concurrence, elle aura encore plus avancé. Donc, finalement, vous aurez encore plus de travail à faire. Donc, par contre, ce qui est assez intéressant et ce que nous, par exemple, on propose à nos clients, c'est d'équilibrer la prestation. Aujourd'hui, une agence, quand vous passez par une agence, ce que vous achetez, c'est sa valeur ajoutée en termes de conseils, en termes d'expertise, de maîtrise du SEO et d'outils aussi que vous n'aurez pas parce que prendre les licences, c'est trop cher, etc. Donc, l'agence, elle est capable de travailler beaucoup plus vite avec des outils d'automatisation, etc. Donc, en fait, de vous montrer la bonne direction à suivre. Nous, ce qu'on conseille, c'est généralement quand on est sur ces budgets de 10K, c'est permettez-nous de travailler sur une vraie stratégie, de vous conseiller sur l'angle qu'il faut prendre et ensuite, peut-être que vous pouvez produire en interne. Donc, pour ça, formez-vous à la rédaction SEO. Nous, on forme nos clients à ça avec des cas pratiques, comment rédiger, pourquoi, pour que vous puissiez internaliser ça et que du coup, ce ne soit pas un frais supplémentaire avec l'agence. Arrêtez de vouloir travailler 70 mots-clés sur une année. Travaillez-en 5 qui soient stratégiques. Recentrez finalement vos actions sur voilà, moins de mots-clés, permettre de recentrer le budget sur moins de mots-clés et d'aller sentir des résultats plus rapidement. Mobiliser éventuellement des ressources internes. Peut-être que si vous avez un service marketing, vous avez des gens qui peuvent écrire, qui maîtrisent évidemment ce que vous proposez et qui pourront produire un maximum de choses. Évidemment, c'est mieux si vous avez un dev en interne plutôt que de passer par nous pour faire les modifications parce que ça va coûter plus. Par exemple, les contenus, laissez-nous travailler la stratégie, vous proposez la strat, rédigez-la sur tout ce qui peut être contenu blog, FAQ. Et pareil sur les démarches de backlinks, éventuellement, si vous ne voulez pas nous confier votre budget d'achat, confiez-nous votre stratégie et après, allez démarcher les sites vous-même. Investissez du coup avec une agence qui vous conseillera, mais qui ne produira pas parce que vous ne pouvez pas tout avoir pour 10 000 €. Vous ne pouvez pas avoir à la fois les neurones et la production. Et surtout, avec 10 000 €, soyez réaliste par rapport à votre marché. N'attendez pas trop, mais ça, il faut aussi que ce soit l'agence qui soit réaliste avec vous et qui vous accompagne là-dedans. Voilà, j'ai exposé finalement ces 20 000 € investissement SEO. À toi, Anthony, pour les petits bonus conseils. Oui, on va passer à la partie bonus un petit peu avec les outils. Vous avez vu beaucoup d'outils aujourd'hui là qui ont été proposés par Marie-Lise. Certains sont payants, voire la majorité à l'instant T. Et néanmoins, il existe, on va dire des outils gratuits ou avec des essais gratuits, qui vont vous permettre vous-même, de votre côté, en fait, de pouvoir potentiellement commencer à analyser ça. La liste, elle va vous permettre de comprendre votre positionnement, dire: «Est-ce que je suis en retard? Est-ce que je suis en avance? Sur quoi je suis meilleur? Sur quoi je dois axer mes efforts?» Donc vous le verrez, je vous ai mâché le travail un petit peu. J'ai mis des petites étiquettes sur chaque outil pour indiquer s'il était complètement gratuit, s'il y avait une période d'essai, ce qu'on appelle un free trial, ou si c'était obligatoirement payant. L'idée, c'est de vous fournir un maximum d'outils pour que vous ne soyez pas freiné dans les analyses. Donc au niveau de la technique, il existe de nombreux sites qui permettent de tester, par exemple, la vitesse de votre site internet. C'est toujours un facteur déterminant. Vous avez GTmetrix, par exemple, ou PageSpeed Insight qui vont vous donner des scores. Surtout, pensez à passer toutes vos pages dans l'outil, pas seulement votre page d'accueil, donc vos pages solutions, vos pages produits, vos listings. Et n'oubliez pas également, si vous le pouvez, de modifier la localisation des serveurs de test. Parce que si vous faites un test sur un serveur à Vancouver, par exemple, de facto, votre vitesse de site va s'en trouver quand même bien impactée. D'ailleurs, vous avez aussi un outil qui s'appelle Web Developer, qui est une extension Chrome qui va vous permettre de savoir si le balisage de votre site est correctement fait ou pas. Généralement, si c'est mal fait, il va y avoir beaucoup d'autres choses derrière, étant donné que c'est la base. Donc moi, je trouve généralement que c'est un bon indicateur de santé du site.
Et on va pas se cacher, la technique, c'est certainement l'élément qui va être le plus difficile en tant que néophyte à prendre en considération, et surtout sur lequel vous allez avoir de l'impact. Mais vous pouvez avoir en tout cas 2-3 insights là-dessus. Sur l'analyse de mots-clés, savoir si un mot-clé est beaucoup recherché, s'il est pertinent pour vous, s'il est concurrentiel, pour avoir d'autres idées de mots-clés, il existe une multitude d'outils, mais on peut retenir Google Ads, qui va être gratuit, notamment Ahref Freeword Keyword Generator. Il faut vraiment taper, la requête Ahref Freeword Keyword Generator en entier dans Google, pour y accéder, qui vous donnera, le trafic d'un mot-clé, et ce gratuitement. Un outil bien pratique également, c'est Ubersuggest. En soi, c'est un outil qui a une période d'essai, mais il y a une petite astuce, qui consiste en fait à télécharger l'extension Chrome et donc pas à se rendre sur le site internet. Et une fois que vous avez l'extension Chrome, quand vous vous rendez sur un site, vous cliquez sur l'extension et là vous aurez plein d'infos. Typiquement le trafic potentiel, les principaux mots-clés, des infos également sur les backlinks. Vous pouvez faire de mémoire, je crois, une quinzaine d'analyses de sites par jour, donc largement suffisant pour pouvoir analyser, un petit peu votre concurrence. Et évidemment, la crème de la crème, SEMrush, Ahref ou SimilarWeb qui sont 3 concurrents. Heu, c'est la crème de la crème. Ça dispose d'une période d'essai de 7 jours, donc ça peut suffire à faire votre première analyse. Vous pouvez prendre différents comptes mail derrière pour, revalider, on va dire, cette période d'essai. Il y a toujours des manières, finalement, un petit peu de trouver des choses là-dessus. Sur la partie optimisation sémantique, pour savoir finalement est-ce que mes contenus, en effet sur la slide suivante, savoir si mes contenus, ils sont qualitatifs ou pas versus la concurrence. Est-ce que ceux de la concurrence sont quali ou pas? Vous avez plusieurs outils. Vous aurez one.fr, qui est pas l'outil le plus opti, mais qui a une version freemium qui est plus que correcte et qui vous permet d'avoir une note, sur votre contenu. Vous avez également Tot SEO, un outil développé par un consultant SEO, Paul Grillet, que vous avez peut-être dû voir passer sur LinkedIn. Là-dessus, vous aurez pas mal d'outils, hein, pas mal d'analyses pardon, avec un score de contenu SEO, les mots-clés obligatoires à avoir dans son contenu, l'occurrence, le nombre de mots-clés requis et aussi des idées de sujets. Et enfin, la crème de la crème, Your Taste Guru. Vous avez vu un petit peu les insights tout à l'heure présentés par Marie-Lise, qui a été développé par les frères Perronnet, qui sont, pour faire très court, 2 pontes, du SEO. C'est payant, mais avec un système de jetons à 2,50 € le guide. Donc franchement, si vous le pouvez utiliser cet outil, il y a plein de vidéos sur YouTube d'ailleurs qui vous expliquent comment l'utiliser. Donc assez simple là-dessus pour avoir, des datas. Et enfin, forcément la partie backlink. Pour évaluer votre concurrence sur la partie netlinking, vous avez, Ahref Website Authority Checker. Pareil, tapez bien exactement cette requête dans Google et vous pourrez avoir une vue très succincte, domaine par domaine, mais au moins vous en aurez une. Un autre outil qui est sympa, c'est, Mosebar. Donc là, pareil, hein, j'ai ajouté extension Chrome parce que c'est bien en extension Chrome, qui vous donnera du coup des indicateurs, directement dans la page de recherche Google. Donc, bien pratique pour aller vite quand vous faites une requête, sur, un seul mot-clé. Et évidemment derrière Majestic, qui on va dire est un petit peu aussi le Graal aujourd'hui sur l'analyse de netlinking. Mais là, on va être sur, vous allez avoir pardon un free trial qui peut être suffisant, une période de 7 jours, hein, pour, faire votre première analyse. Évidemment, SEMrush fait également un petit peu près tout ça, en moins poussé, ça dépend, mais ça peut aussi être une solution annexe. Donc on va pas se mentir, c'est également l'avantage de passer par une agence SEO qui dispose de tous ces outils et dont en plus vous pourrez profiter, du jus de cerveau de nos consultants pour analyser les résultats des outils. Parce que des résultats, des statistiques, c'est pas très compliqué à avoir. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de ces statistiques? Sur quoi on joue? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, c'est là aussi où on vous invite à prendre rendez-vous potentiellement avec nous pour échanger justement, sur ces sujets. Vous aurez accès, à cette présentation, hein, et la liste des outils, donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas eu le temps de tous les noter, vous la recevrez, très bientôt. Voilà du coup pour la partie un petit peu bonus, qui va vous permettre de vous éclairer. On va passer rapidement aux questions-réponses parce qu'on déborde déjà un petit peu, sur le timing. On avait une question de Marie qui qui indiquait justement, vous faites un audit technique de 40 pages avant de signer un contrat SEO. Marie-Lise? Non, alors, peut-être que je me suis, comment dire? Quand j'ai présenté les choses, en fait, nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en avant-vente, on fait des pré-audits qui sont beaucoup plus poussés que ce que je vous ai montré là. Généralement, nous, on détecte les grands facteurs bloquants, qui nous permettent de nous dire: «OK, le site est en bonne santé ou pas du tout en bonne santé». Donc nous, on fournit généralement des slides, on en a 5 ou 6 qui vous donnent, en fait, un petit peu la tendance.
c'est une fois évidemment que vous avez souscrit avec l'agence, que là, on vous fait un audit de 40 pages, peut-être, voire plus, ça dépend de votre site, et c'est là évidemment qu'on fournit l'audit. Mais en soi, hein, toutes les prémices un petit peu d'un audit et ceux qu'on a vus tout à l'heure présentés par Maryse en étude de cas, ça en effet, c'est ce qu'on fournit en avant-vente, pour vous aider à comprendre déjà ce que vous achetez. Heu, Vous avez des ressources et cetera, on vous a indiqué aussi de les regarder, on va dire, pour comprendre de ce quoi on parle, mais on est aussi là pour vous accompagner à comprendre ce que vous allez acheter et forcément si vous comprenez ce que vous achetez, ça va aussi être derrière plus facile pour vous d'aller, l'expliquer potentiellement à votre direction ou l'expliquer à vous-même pour pouvoir derrière débloquer, on va dire, les budgets d'investissement. Donc, on fait des audits, des pré-audits en avant-vente qui sont, globalement assez poussés, mais en effet pas sur des audits techniques, de 40 pages. On avait une autre question aussi de Sandra qui évoquait justement, par rapport un petit peu aux tendances et d'évolution SEO, avoir un site web est-il toujours aussi pertinent aujourd'hui avec le développement exponentiel des réseaux sociaux? Heu, Alors, de ça c'est une question personnelle, j'ai envie de dire, que peut-être il pourrait y avoir, de nombreuses réponses. Les statistiques montent et notamment, c'est ce qu'on vous a montré, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs de recherche, génèrent plus de 300 de visites sur les sites comparés aux réseaux sociaux. Donc, sur ça, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, ça travaille la notoriété de la marque, ça drive du trafic vers le site. Mais alors certainement, peut-être qu'il y a des marques, e-commerce et cetera qui ne travaillent qu'avec des réseaux sociaux, mais à un moment donné, il faut forcément renvoyer quand même vers un site pour vendre ou autre. Donc moi, j'aurais tendance à dire que oui, aujourd'hui, avoir un site, c'est quand même assez primordial. Avec les réseaux sociaux, on va travailler l'e-influence, on va travailler l'image de la marque et cetera. Le site internet, évidemment, il est fait, pour aller vendre, pour aller, voilà. Donc j'ai envie de dire que oui, je pense que c'est toujours aussi pertinent. Ça dépend aussi du secteur, hein. C'est Mmh. clairement si aujourd'hui vous êtes un solopreneur, je sais pas, qui fait du yoga, bon, est-ce qu'aujourd'hui avoir un site internet, c'est extrêmement pertinent pour vous? Ça l'est toujours en termes de réassurance, et d'ailleurs vous mettrez un budget pour le site d'ailleurs qui sera plutôt faible. Vous avez pas besoin d'avoir une machine de guerre, derrière. En revanche, vous êtes un e-commerce, vous avez pas le choix et pour l'anecdote, on a eu, avec la partie, covid, donc dans les années 2020, beaucoup de marques qui sont lancées sur Amazon et quand je dis lancées sur Amazon, c'est-à-dire, elles n'existaient pas, elles se sont lancées uniquement sur Amazon avec comme seul canal d'acquisition Amazon. Point final. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de site. Heu, Aujourd'hui, pour échanger avec des gens du secteur qui sont spécialistes notamment en Amazon, heu, ces gens-là créent des sites internet maintenant. Ils se rendent compte que pour développer l'acquisition, c'est pas suffisant en fait d'être présent que sur un canal d'acquisition. Si je prends l'exemple, par exemple, des DNVB, donc DNVB, c'est ce qu'on va appeler, des marques qui viennent concurrencer, on va dire, des anciennes marques, typiquement, je sais pas, des produits de beauté qui se vendent qu'en ligne, concurrents à L'Oréal, par exemple. Bah, eux se sont lancés, que grâce à du ads, typiquement. Ou alors ils se sont lancés carrément que sur le digital. Et en fait, aujourd'hui, les boîtes qui ont levé de l'argent, hein, des fois plusieurs dizaines de millions d'euros et qui sont restées uniquement sur le digital, eh ben, il y en a pas mal qui commencent à faire faillite, hein. Par exemple, Terre et Nuit, qui est un gros acteur e-commerce, a fait faillite, a mis clé sous la porte. Il y en a d'autres, et aujourd'hui, une manière de se développer pour eux, bah, c'est en dehors du digital. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut avoir un réseau de distribution, des magasins, également pour, toujours multiplier finalement un petit peu, hein, les canaux d'acquisition. Donc c'est une transposition, hein, du digital jusqu'au physique, hein, il y a 10 ans, on disait que c'était la fin des magasins et que tout le monde allait aller sur le digital. Bon, bah, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, c'est multicanal, il faut être présent sur les 2. Est-ce que vous devez avoir un site? Bah, oui, vous devez aussi être présent sur les 2. Maintenant, quel budget vous mettez dans votre site? Bah, ça forcément après c'est en fonction un petit peu des objectifs, que vous pouvez avoir. On revient un petit peu toujours un petit peu à ce nerf de la guerre, objectif, budget et ça vous donnera des indications. Voilà pour ces réponses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, sinon on va clore ce webinaire. On a déjà dépassé de 7 minutes. Je vous remercie. Merci Marie-Lise, Avec plaisir. pour toutes tes informations. Si jamais en effet vous avez envie, de voir ce que pourrait donner justement une stratégie SEO, pour vous, savoir s'il y a du marché, vous avez des outils que je vous ai donnés déjà qui vont permettre de vous faire une idée et si derrière vous avez besoin d'un accompagnement sur lequel justement, l'agence va vous expliquer, va pas forcément vous vendre du rêve, mais va vous vendre la réalité du marché, ce qui est aussi important. Mais la réalité du marché ne veut pas signifier qu'on ne peut pas aller chercher, de la performance. Et ben, je vous invite à contacter Marie-Lise, sur son adresse qui s'affiche ici et on vous enverra également
Vous aurez accès d'ailleurs au replay, premièrement, si vous voulez le partager à votre direction pour qu'elle comprenne, ça peut être intéressant. Et puis vous aurez également les slides qui vont vous être communiqués par la suite. Merci beaucoup. Merci à Bonne tous. journée à tous. Très Au bonne revoir. journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.